Merci Philippe. Je remercie tous les organisateurs de ce colloque qui ont eu l'amabilité de m'inviter. Et je remercie aussi tous les participants de la table ronde qui ont écourté leurs interventions pour me laisser la parole. Et je vous présente d'avance toutes mes excuses de commencer, d'entamer la féminisation de vos débats, qui j'espère va se poursuivre après mon discours. Mesdames et messieurs, la croissance verte. Voilà une très belle expression qui, pour beaucoup d'entre nous, je le sais, incarne parfaitement l'avenir. Mais certains, quand on l'évoque, éprouvent encore un certain scepticisme. Comme l'idée même de développement durable, celle de croissance verte serait trop séduisante pour être vraiment honnête. Hors de la décroissance, hors d'une rupture totale et absolue avec nos modes de vie actuels, il n'y aurait pas de protection possible de l'environnement. Alors toute l'action du gouvernement s'inscrit en faux contre cette idée que seule la décroissance nous permettrait de rétablir l'équilibre environnemental de la planète. Alors, certes, il y a des effets de plus en plus visibles de l'hyperconsommation sur les milieux naturels. Et ces effets visibles de l'hyperconsommation et de l'activité humaine ont tout pour interpeller les gouvernements. Ils nous appellent à l'action, ils exigent de nous l'action. Mais précisément, je crois qu'il s'agit bien d'agir, de répondre, et non pas de suspendre notre marche vers le progrès. Alors c'est le ministre de la Recherche qui vous parle, et ça ne vous étonnera pas que je défende cette idée de progrès. Mais évidemment, un progrès durable. Un progrès où s'affirme une relation enfin équilibrée entre l'homme et son milieu naturel. Alors bien sûr, je conçois que certains puissent douter de l'existence même d'un tel équilibre. Mais de même que les anciens prouvaient le mouvement en marchant, nous avons commencé à donner chair à cette croissance verte. Et nous avons commencé à prouver qu'elle n'est pas qu'un beau rêve, mais qu'elle est une réalité. La croissance verte nous offre d'ores et déjà de nouvelles opportunités, des opportunités scientifiques pour comprendre le système Terre, des opportunités économiques pour développer de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux services plus respectueux de l'environnement, et les opportunités sociales, enfin, en offrant à nos concitoyens un cadre de vie plus sain et plus agréable. Alors, c'est pour cela qu'à ceux qui plaident en faveur de la décroissance, je réponds croissance verte, mais je crois qu'il y a eu un rapport tout récent qui a été remis au président de la République, le rapport Stiglitz, qui lui aussi questionnait la notion même de croissance et la notion même de produit intérieur brut. Alors, à ceux qui plaident en faveur de l'arrêt des recherches sur les nouvelles technologies, je réponds nouveaux produits, nouveaux services, nouvelle consommation, nouvelle croissance, qui répondent mieux aux attentes, non seulement des consommateurs, mais aussi des citoyens. À ceux qui plaident en faveur de l'arrêt des échanges internationaux pour diminuer l'impact de nos moyens de transport sur le climat, je réponds que la collaboration mondiale est justement ce qui a permis l'expertise collective du GIEC sur le climat et la naissance à venir d'une économie décarbonée. On ne construit jamais l'avenir en se réfugiant dans le passé. Je crois que c'est la thèse que je vais défendre auprès de vous. Alors, l'avenir, il est en marche et il ne tient qu'à nous d'amplifier le mouvement. Et je crois que la crise peut être une occasion exceptionnelle pour justement remettre en question notre modèle et avancer beaucoup plus vite. Cette crise, nous n'en sommes pas responsables, mais nous luttons contre elle avec la dernière énergie. C'est une occasion qu'elle peut nous offrir, l'occasion d'engager résolument une mutation économique, industrielle et sociale. C'est ce que sous-entend l'idée même de croissance verte à mes yeux. Alors prenons l'automobile. L'automobile, c'est le meilleur exemple. Avec la crise, le premier réflexe de nos entreprises a été de couper les budgets de recherche. En 2008, les budgets de recherche et de développement de l'industrie automobile ont chuté de 20%.
Parce que les investissements de recherche, c'est coûteux sur le long terme, ça ne rapporte pas immédiatement, et quand on a des difficultés de trésorerie, c'est les premiers budgets que l'on coupe. Alors qu'a fait l'État français? Eh bien, l'État français a triplé le crédit impôt recherche. Il a pris cette décision avant même que la crise n'arrive, mais c'est une décision qui a eu des effets contracycliques très importants. Tripler le crédit impôt recherche, sextupler le crédit impôt recherche lorsqu'il s'agit de recherche partenariale, publique, privée. Et que fait du coup l'industrie automobile? Eh bien, l'industrie automobile, elle répond à cette stimulation de l'État, à cette politique contracyclique de l'État. Elle répond par des nouveaux investissements. Elle répond par des investissements dans la voiture hybride. Elle répond par des investissements dans le véhicule électrique. Et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en train de concrétiser un partenariat de recherche qui est sans doute l'un des partenariats de recherche qui peut changer l'avenir de l'industrie automobile, mais au-delà de l'avenir de l'industrie automobile, peut-être même l'avenir de la filière de l'énergie française. Ce partenariat, c'est le partenariat Renault, CEA, Nissan NEC, que nous sommes en train de signer, de négocier et j'espère de signer sur les batteries électriques du futur. Parce que vous le savez bien, les nouvelles énergies dépendent d'abord des technologies des batteries. Le problème, c'est le stockage. Aujourd'hui, les technologies de batteries électriques, elles sont chinoises, elles sont japonaises, elles sont coréennes. Si nous réussissons à mettre le premier organisme de recherche public en matière de technologie et en matière d'énergie, qui est le CEA, en lien avec Renault, avec un partenaire japonais, Nissan NEC, qui a des brevets lui aussi, et qu'on arrive à construire cette recherche partenariale, dont je rappelle qu'elle est défiscalisée à 60% en France, si nous arrivons à faire ce partenariat de recherche, grâce aussi au fonds stratégique d'investissement qui va investir dans ce projet, eh bien peut-être nous aurons une filière de batteries électriques françaises, eh bien peut-être nous aurons une filière de véhicules électriques français, et peut-être que nous aurons un grand constructeur automobile, et peut-être ensuite plusieurs, qui investiront ce marché qui est potentiellement le marché du futur. Parce que je rappelle que quand on parle véhicule électrique, on parle voiture électrique aujourd'hui, mais il y a aussi les transports en commun électriques, et puis il y a le vélo électrique qui est en train aujourd'hui de démarrer de manière spectaculaire en Chine. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la crise qui a été le catalyseur. La crise et la décision du gouvernement de tripler le crédit impôt recherche. C'est pas nos constructeurs nationaux n'avaient jamais osé les franchir. Mais désormais, c'est chose faite. C'est pourquoi je crois que toute crise est un moment décisif. Elle peut nous ramener vers le passé, elle peut faire changer brutalement les équilibres mondiaux, mais elle peut aussi nous amener vers l'avenir et nous rendre plus forts. La France a fait son choix, et ses entreprises avec elle. Ce choix, c'est celui d'une croissance verte et technologique. Alors, si encore fallait-il que ce choix paraisse souhaitable et qu'il paraisse possible. Pour que nous prenions ce virage des technologies vertes, le virage du développement durable, il a fallu 2 ans, là encore, de préparation psychologique, des mentalités, et ces 2 ans, c'est les 2 ans du Grenelle de l'environnement. Avec le Grenelle de l'environnement, et Jean-Luc Borloo a dû vous le dire, quelque chose dans notre pays a changé. Une prise de conscience s'est faite, et elle continue à produire ses effets en France, et maintenant elle produit ses effets en Europe, et peut-être demain, à la conférence de Copenhague, elle produira ses effets dans le monde. Avec les 2 lois Grenelle, nous avons changé profondément notre législation, mais nous avons changé aussi l'ensemble de nos priorités de recherche. Parce que la croissance verte, ce sera évidemment d'abord de la recherche. Le Grenelle avait placé au cœur de sa réflexion le lien essentiel qui unit l'innovation à la protection de l'environnement. Et le gouvernement a pris à l'époque 2 engagements. Le premier, c'était de consacrer 1 milliard d'euros de plus à la recherche sur les technologies vertes. 1 milliard d'euros de plus. Le second, c'était de diriger cette somme vers les actions les plus cruciales, celles qui nous permettent de basculer dans la croissance verte.